Bonjour à tous. Je voulais vous présenter aujourd'hui un livre assez exceptionnel. Et là, vraiment, je fais attention aux mots et je les pèse. C'est pour vous présenter donc Gustave Flaubert et le Grand Orient de France de Monsieur Olivier Ronet. Olivier Ronet qui va venir à Marseille présenter son livre dans une conférence le dimanche 29 mai prochain de 15h à 19h. Et donc il viendra présenter ce livre, et pour le présenter, pour vous donner une idée du contenu, je voulais l'interviewer d'une manière assez courte et succincte et concise afin de nous présenter cet ouvrage de 200 pages, préfacé par monsieur Alain-Ray Hartmann, agrémenté d'un DVD, beaucoup de documents, beaucoup de photos, très riches, vraiment un beau document. Sincèrement, je vous le dis clairement, cher Olivier Ronet, bonjour. Bonjour monsieur Ali. Je vous le dis clairement, je m'y attendais pas, sincèrement je m'y attendais pas, et c'est tout simplement explosif. Alors, pour commencer, on va vous présenter. Vous êtes cinémagicien et vous êtes rouennais comme Gustave Flaubert, et vous avez découvert son œuvre et son affiliation maçonnique par hasard, ce qui vous a conduit à travailler là-dessus. Vous avez été également initié à la franc-maçonnerie. Vous avez eu beaucoup de problèmes avec eux à partir des années 90, notamment le Grand Orient, si je ne me trompe, puisque vous en parlez dans votre livre. Bon, alors il s'agit évidemment d'affaires mercantiles, et comme on sait, comme beaucoup de gens le savent, la franc-maçonnerie c'est un peu aussi des réseaux d'affaires, et à l'époque je n'étais pas franc-maçon d'ailleurs, et je me suis aperçu qu'à travers mon travail de magicien, à l'époque je faisais rire les enfants, j'ai été régulièrement contrarié dans des contrats, à travers des contrats, par des individus qui payaient leurs cotisations au Grand Orient de France. Alors comment je m'en suis aperçu? Eh bien parce que je suis rentré. Il a fallu que je rentre pour savoir un peu qui était qui et qui tirait les ficelles. Effectivement, j'ai eu confirmation après être rentré en franc-maçonnerie qu'il s'agissait bien de copinage maçonnique, et que j'étais victime a priori à cette époque-là de sale coup, on peut dire ça. Et effectivement, je me suis défendu, je m'en suis bien sorti, mais il aura fallu quand même que je prenne l'initiative de rentrer pour savoir qui était qui. Voilà. Ok. Vous êtes assez sévère, puisqu'à la page 19 de votre avant-propos, vous traitez le Grand Orient assez sévèrement. Le Grand Orient prendra de manière quasi définitive le pouvoir en influençant les générations futures, planifiant aujourd'hui encore une œuvre de destruction morale et mentale dans le monde entier. Vous les traitez de sectes et d'associations de malfaiteurs. C'est exactement les termes que j'utilise moi-même, étant donné le nombre de catastrophes dans lesquelles ils sont impliqués. Et vous allez encore plus loin. Le Grand Orient de France a été construit pour et par la haine et n'aura jamais été le lieu d'un quelconque humanisme. Donc là, c'est pour ça que je vous le disais, j'étais assez impressionné par le bouquin. C'est un bouquin dans lequel on retrouve des personnalités assez illustres de la maçonnerie, comme Adam Weishaupt, Cagliostro, Albert Pike, Crémieux, Mazzini, Rockefeller, Catulle Mendes. Bien sûr, tout ça se passe autour de Gustave Flaubert, qui était donc fils de franc-maçon, donc initié naturellement maçon, et qui n'acceptait pas toutes leurs petites magouilles, et qui a dû le payer très cher. Alors effectivement, pour ce qui est de la franc-maçonnerie et le pouvoir, on s'aperçoit très rapidement, en grattant un peu le terrain, que la franc-maçonnerie est avant tout une arme politique. On le voit avec Bonaparte, et on le voit aussi à Marseille. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil aux Marseillais. On le voit aussi à Marseille, où effectivement, pour contrer la politique internationale de l'Autriche, les bonapartistes vont installer une loge maçonnique qui va être à l'origine du Grand Orient arabe, d'ailleurs, en Égypte, et ils vont utiliser la franc-maçonnerie comme une arme politique. Et on s'aperçoit que tout du long de l'histoire,
tout au long de l'histoire, de Bonaparte à aujourd'hui, à nos jours, la franc-maçonnerie est avant tout une arme politique. Alors effectivement, on voit très bien, que ce soit de gauche ou de droite, aujourd'hui, que l'humanisme ne fait pas partie de ce domaine d'action. La politique n'est pas vraiment humaniste, elle est plutôt dure avec le plus grand nombre, et eh bien c'est forcément, si effectivement la franc-maçonnerie est associée à la politique, comme l'histoire nous le montre, on peut forcément dire qu'on a affaire à une structure violente et dangereuse pour le plus grand nombre. Voilà. Alors, j'invite les gens à venir voir cette conférence dans laquelle vous parlerez de saint-simonisme, de Rockefeller et de la luciline, l'installation des premières raffineries de pétrole à Rouen, l'histoire, vous insistez dessus, des biens nationaux de la Révolution qui pour vous est essentiel pour la compréhension et l'instauration du pouvoir maçonnique, et bien sûr de littérature, puisqu'il est question avant tout de Gustave Flaubert. On rencontre aussi Guy de Maupassant là-dedans, avec un courrier assez exceptionnel qui parle de franc-maçonnerie, que je laisse les auditeurs le découvrir en achetant votre livre. Vous m'avez dit que vous avez d'autres livres en cours. Oui, tout à fait, parce que le sujet est tellement vaste qu'il est très difficile de le traiter en un seul volume. Donc je le traite en 4 volumes. Donc le premier volume, c'est Gustave Flaubert et le Grand Orient de France. Le deuxième volume, c'est le voyage en Égypte de Maxime Ducamp et de Gustave Flaubert. On a tendance à dire en règle générale qu'il s'agissait d'un sex tour, qu'ils sont partis là-bas pour rencontrer des filles, etc., etc. Mais on s'aperçoit très vite, comme je disais tout à l'heure, qu'en creusant, ils ne pouvaient pas être accueillis comme des rois, comme ils ont été accueillis, sans avoir le soutien de la Grande Loge d'Égypte, qui était en quelque sorte la puissance politique égyptienne qui soutenait à cette époque Mehmet Ali. Donc, comme ils sont accueillis, ne serait-ce que par Soliman Pacha, Clobé va leur donner, Clobé qui est un Marseillais célèbre, qui va leur donner des lettres de recommandation. Ils vont être accueillis à Alexandrie par Soliman Pacha, qui est le chef des armées de Bonaparte, pas de Bonaparte, mais de Mehmet Ali, mais qui était effectivement un soldat de Bonaparte. Tous ces personnages-là sont des grands francs-maçons et sont à la tête de la Grande Loge égyptienne. Et donc, ils ne pouvaient pas être accueillis par ces gens-là sans l'être eux-mêmes. Donc ça, c'est comme ils l'ont été. Alors, donc ça, c'est un peu la démonstration de ce que je viens de dire à travers le tome 2. Le tome 3, c'est l'initiation de Gustave Flaubert jeune. Comment a-t-il été, dès l'âge de 15 ans, a-t-il été initié, par qui, comment? Et le troisième volume, c'est la mise en avant d'un document qui est un document de Delaunay. Alors Delaunay, c'est un maçon scientifique et qui a accompagné Bonaparte lors de la campagne d'Égypte et qui a fait toute une étude sur le culte de Mitra. Et il faut savoir que tout le domaine intellectuel de la maçonnerie, pour ses élites, donc pour la minorité, est associé à Mitra et à ses doctrines, qu'elles soient intellectuelles ou ésotériques. Donc je révèle l'intégralité du contenu du mitraïsme. Voilà. Ok, écoutez, j'ai vraiment beaucoup appris à la lecture de ce bouquin et franchement j'attends avec impatience la sortie des autres et j'espère vous rencontrer très tôt, donc bientôt donc dimanche 29 à Marseille dans les locaux de l'association Les Orphelins du Savoir dans le 15e. À très bientôt, merci beaucoup Olivier Ronet. Merci beaucoup de m'inviter.